Bonjour, donc, je m'appelle Raphaël Delso, je suis ingénieur chef de projet chez Lafarge. Et on va vous présenter aujourd'hui le béton isolant structurel, qui est une innovation dans le domaine du béton pour répondre à l'amélioration et à l'efficacité énergétique des bâtiments. Rapidement, un petit rappel du contexte, mais bon, si on est tous là ici, c'est qu'on est au courant de ces problématiques. La réalité, c'est que l'approvisionnement et les prix d'énergie sont de plus en plus compliqués, notamment en termes d'énergie pétrolière, hausse de la demande, baisse des capacités de production, donc l'offre ne satisfait plus la demande, donc on s'oriente vers des pénuries d'énergie fossile et une hausse des prix, donc qui peut tendre le contexte même international, déclencher des guerres, etc. C'est le contexte très général. Deuxième problématique, c'est la problématique du réchauffement climatique, de l'émission de CO2. On voit sur cette courbe qu'il y a la corrélation au fil des siècles et des millénaires, je dirais, entre la présence de CO2 dans l'atmosphère et l'augmentation de la température. De là, on découle tout ce qui est au niveau international, les protocoles de Kyoto, les réglementations européennes. Au niveau français, de tout ce processus, c'est la RT 2012, mais bon, c'est important quand même de rappeler que cette RT 2012, ça vient quand même d'une problématique mondiale. Donc rapidement, la RT 2012, pour rappeler, ça correspond à peu près au niveau BBC. C'est déjà applicable pour les bâtiments tertiaires, les bâtiments de logement en zone concernée par le renouvellement urbain. Et c'est applicable à partir du 1er janvier 2013, donc c'est demain. Les projets, je dirais, qui sont dans les tuyaux pour l'instant devront être conformes à la RT 2012. La RT 2012, c'est surtout une obligation de résultat sur les consommations à 50 kW d'énergie primaire par mètre carré. Voilà, donc ça donne beaucoup de liberté aux ingénieurs et aux concepteurs des bâtiments. Il y a un seul garde-fou qui concerne les ponts thermiques, qui doit être limité à 0,6 watts par mètre carré Kelvin. Donc c'est vraiment pratiquement la seule exigence de moyens, et on va voir que c'est pas sans conséquence sur la profession des entreprises de bâtiments. Très rapidement, les principes pour construire un bâtiment, je dirais, durable et efficace au niveau énergétique. La première des choses, c'est de maximiser les apports naturels gratuits avec une conception bioclimatique, orienter les fenêtres au sud, etc. Une fois qu'on a traité cette problématique, il faut limiter les dépenses d'énergie. Et une fois que ça c'est fait, on peut s'attacher à concevoir et à s'équiper d'équipements performants une fois qu'on a limité les besoins du bâtiment. Donc nous, Lafarge, on est, je dirais, producteur et distributeur de matériaux de construction. Donc on est surtout concerné par la problématique qui est de limiter les déperditions d'énergie. Alors pour limiter les déperditions d'énergie, on dit qu'il faut avoir un système constructif performant. C'est-à-dire qu'on peut concevoir tous les meilleurs isolants qu'on veut, il faut les intégrer dans un système complet pour que ça ait un sens. Il faut toujours satisfaire aux contraintes, je dirais, structurelles des bâtiments. Il faut toujours que les bâtiments résistent au séisme, en respecter les réglementations thermiques, acoustiques, incendies, parasitaires, etc. C'est-à-dire que la thermique doit rester compatible avec la manière de construire et avec les autres réglementations. Et tout ça, bien sûr, aussi dans un souci de limiter les coûts et les surcoûts dus à cette réglementation thermique. D'où l'intérêt, je dirais, de recourir à des techniques déjà maîtrisées. Donc c'est notre philosophie et c'est notre manière d'aborder les choses chez Lafarge quand on parle d'efficacité énergétique. Alors, pour limiter les déperditions d'énergie d'un bâtiment, qu'elle le rappelle, c'est de dire qu'il faut traiter les déperditions surfaciques, donc bien isoler toutes les parois, que ce soit au niveau du sol, des murs extérieurs, des plafonds, des vitrages. Et il faut aussi traiter ce qu'on appelle les ponts thermiques, car une fois qu'on a bien isolé un bâtiment, ça sert à rien de le surisoler en partie courante, je dirais, si on laisse la chaleur s'échapper par les ponts thermiques. Donc je vais rappeler juste après, réexpliquer brièvement ce qu'est un pont thermique. Donc voilà, un pont thermique, c'est une partie de la construction où la résistance thermique de la paroi est diminuée. Donc l'exemple qu'on citait hier, c'est vous avez un mur bien isolé, vous plantez un clou métallique, une tige métallique au travers, vous créez un pont thermique, une source de fuite de chaleur. C'est un peu comme de l'eau à travers une passoire. S'il y a des petits trous, l'eau passe quand même. Ça sert à rien d'avoir un super matériau tout autour. Donc avec la thermique, c'est pareil, la chaleur. Ça sert à rien de surisoler un bâtiment si on laisse des points potentiels de fuite. Donc là, on voit la caméra thermique au niveau de la photo de droite.
on devine la trace des planchers parce qu'il n'y a pas d'isolant à cet endroit-là. Donc les ponts thermiques sont dus soit à des défauts de mise en œuvre ou soit directement au mode constructif qui ne permet pas techniquement de traiter ces points-là. Donc les conséquences des ponts thermiques, donc dans un bâtiment bien isolé au niveau RT 2012, si on ne traite pas les ponts thermiques, c'est pratiquement 30% des fuites de chaleur desquelles on ne s'occupe pas. Donc c'est une source importante de perte d'énergie. C'est aussi un risque de sinistralité pour le bâtiment, car c'est comme il y a des risques de condensation, comme le phénomène de paroi froide. Au droit d'un pont thermique, la surface intérieure est plus froide, l'eau peut condenser, créer des traces d'humidité, des moisissures, de la poussière. Donc c'est à la fois une fuite d'énergie et à la fois une source de sinistre. Très brièvement, au niveau, je dirais, scientifique, comment on calcule un pont thermique. Donc on prend la photo du milieu, on modélise, c'est des méthodes informatiques où on modélise le détail constructif que l'on veut analyser. On calcule le flux de chaleur qui passe dans ce modèle. Ensuite, on modélise le même modèle sans l'irrégularité. On fait la différence des deux. Et la différence des deux nous permet de quantifier le pont thermique, la valeur psi. Alors, sur cette photo, on voit que des ponts thermiques dans un bâtiment de logement collectif, on en a énormément. Le plus connu, c'est le pont thermique entre le plancher intermédiaire et la façade, numéroté 1. Donc ça, c'est le pont thermique qui doit être traité au sens de l'RT 2012 à 0,6. Mais on a aussi d'autres ponts thermiques où si on veut bien traiter thermiquement le bâtiment, il faut s'en occuper. Donc les ponts, à chaque intersection entre le refend et la façade, on a un pont thermique. Dès qu'on a un balcon, ça crée aussi un défaut d'isolation, un pont thermique, ainsi de suite. Donc au niveau du plancher haut, du plancher bas. Au niveau des menuiseries, à chaque fois, c'est des sources de pont thermique. Donc c'est à chaque endroit de la façade, on peut en avoir. Donc on va voir un peu qu'est-ce qui est disponible, je dirais, sur la place au niveau des systèmes constructifs de façade et voir comment les ponts thermiques sont gérés en l'état actuel des choses. Donc il y a c'est le système d'isolation répartie. Donc c'est couramment le béton cellulaire ou la brique par exemple. Le principe, c'est d'avoir une maçonnerie isolante dans la masse. Donc un gros avantage, c'est que ça permet de se passer d'isolants complémentaires. Mais je dirais le plus gros inconvénient, c'est qu'avec les niveaux d'exigence RT 2012, les performances deviennent trop exigeantes pour utiliser ce système. Et il faut de toute façon maintenant rapporter un isolant complémentaire sous peine d'avoir, si on veut rester en technologie dite monomure, d'avoir des murs de 50 cm d'épaisseur, ce qui devient difficilement acceptable au niveau de la perte de surface habitable. Donc on va dire que le système d'isolation répartie devient de moins en moins pertinent avec l'évolution des réglementations thermiques. Le deuxième système, c'est le système le plus courant, c'est l'isolation par l'intérieur, le système le plus répandu en France. On fait des façades en béton classiques, on vient isoler avec un doublage d'une plaque de plâtre à l'intérieur. Donc l'avantage, c'est que c'est un système maîtrisé par beaucoup d'entreprises, beaucoup d'artisans, et un coût relativement intéressant. Mais le principal défaut, on voit sur l'illustration en haut à gauche, c'est qu'on a ce fameux pont thermique à l'intersection du plancher. Mais on n'est pas capable, on ne sait pas avec un isolant par l'intérieur faire la continuité de l'isolant, donc créer un pont thermique important qui est une source de chaleur. Et c'est-à-dire que pratiquement, si on prend une hauteur d'étage, presque la moitié de la chaleur passe par ce détail plutôt que par le reste de la paroi. Donc et de toute façon, avec la RT 2012, avec le pont thermique à traiter à 0,6 watts par mètre Kelvin, c'est plus possible parce qu'il faut savoir qu'avec un béton classique en façade et en dalle, le pont thermique à ce niveau-là est d'environ 1 watt par mètre Kelvin. Donc ça devient une solution non conforme à la RT 2012. Donc c'est une solution qui était la solution traditionnelle, mais qu'on peut oublier avec les RT 2012. Donc se pose une question importante de dire la manière de construire qu'on avait jusqu'à maintenant, elle est plus valable avec les RT 2012. Donc une solution, c'est l'isolation par l'extérieur. Bien, je vais revenir sur le principe, c'est bien connu. On vient faire une boîte isolante autour de la boîte structurelle. L'avantage, c'est qu'on traite tous les ponts thermiques en mettant l'isolant à l'extérieur.
Les inconvénients, c'est que c'est une main-d'œuvre spécifique, un autre corps d'État à faire intervenir sur les chantiers, un surcoût assez important aussi. Donc c'est une solution performante thermiquement, mais par rapport aux anciens systèmes qui induit un surcoût, et ça amène à changer la conception des bâtiments, à changer le travail, la manière de faire des architectes, des entreprises. Donc nous, Lafarge, on est parti de ce constat, à se dire avec l'arrêté 2012 et le traitement de ce pont thermique, ça oblige tout le monde à changer la manière de faire. Et on s'est dit que si on arrivait à rendre le béton un peu plus isolant que ce qu'il était, on arriverait à limiter le pont thermique avec la solution traditionnelle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le détail d'isolation par l'intérieur. On s'est dit quelle conductivité thermique il faudra que le béton ait pour qu'on puisse conserver la méthode traditionnelle, béton banché, isolé par l'intérieur, sans mettre en œuvre de rupteur ni d'isolation par thermique à l'extérieur. Donc en faisant le calcul à l'inverse, on a déterminé qu'avec une conductivité thermique de 0,54, donc 3 fois plus faible que le béton standard, on arrivait à satisfaire ce pont thermique à 0,6. Donc de là est sorti de nos laboratoires un béton qui s'appelle Thermedia 0,6. Donc c'est un béton prêt à l'emploi, dit isolant. Donc béton prêt à l'emploi, c'est-à-dire qu'il est fabriqué dans les centrales à béton classiques, livré par en camion toupie sur les chantiers et coulé dans des banches comme traditionnellement. Donc destiné à faire les voiles de façade de logements collectifs et d'autres bâtiments, pourquoi pas, avec une isolation par l'intérieur. La conductivité thermique, j'en ai parlé, c'est 0,54, donc 3 fois plus isolant que le béton standard. Et ce lambda, cette conductivité thermique, est certifié par le comité thermique des avis techniques, donc par le CSTB. Donc c'est un lambda qu'on assure à chaque production, c'est sous contrôle continu du CSTB, donc c'est un lambda certifié. Et l'exploit, je dirais, de ce béton, c'est-à-dire que le béton isolant, le béton léger, ça a toujours existé, mais ça se faisait toujours aux dépens de la performance structurelle et la performance principale qu'on demande à un béton. Et là, l'innovation, c'est d'avoir réussi à faire un béton isolant à 0,54 tout en gardant les 25 MPa de résistance mécanique, donc la résistance mécanique du béton classique de bâtiment. C'est vraiment ça, c'est une première dans le monde dans l'industrie du béton. Ce béton, il est conforme à la norme béton NFEN 206.1, donc on reste conforme, on utilise toutes les matières premières qui existent, on n'a pas fait d'innovation majeure. L'innovation est vraiment dans la formulation, dans le mélange. Trouver le bon dosage entre le ciment, le granulat spéciaux et les adjuvants. Donc ensuite, on peut se poser la question, oui, mais c'est pas traditionnel. Alors on est allé au CSTB pour demander un avis technique sur ce procédé, et on n'a pas pu l'obtenir. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison qu'ils nous ont dit que notre béton était conforme à la norme béton, donc on dérogeait à aucune norme, donc la procédure d'avis technique n'était pas justifiée. Donc on a eu un constat de traditionnalité qui certifie notre conductivité thermique et qui nous dit que notre béton est conforme à la norme béton, que les calculs se font conformément aux Eurocode actuels et que la mise en œuvre se fait conformément au DTU. Donc c'est-à-dire que on n'a même pas besoin d'avis technique, le béton est conforme à toutes les normes existantes. Donc c'est une innovation mais qui s'inscrit dans le cadre des normes actuelles. Donc ça c'est un gros point fort aussi, c'est d'avoir un procédé qui reste traditionnel. La seule chose qui change, c'est le béton qu'on doit commander à la centrale à béton Lafarge. Alors, ce béton est destiné à un rôle bien particulier dans l'ouvrage. Donc, on voit sur l'illustration et sur la maquette ici, que vous pourrez voir de plus près tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc, il est destiné à être mis en œuvre dans le voile de façade. Et son but, donc, c'est de limiter la déperdition par pont thermique en rendant le béton de façade plus isolant. Le pont thermique créé par l'interruption de l'isolation est limité parce qu'il rencontre un matériau à propriété isolante, donc ça limite notre pont thermique. Voilà le principe. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on fait l'objet d'un constat de traditionnalité du CSTB. Donc le domaine d'emploi vise les voiles de façade de bâtiments en zone sismique ou non. Donc on rappelle que c'est un béton léger conforme à la norme béton 206-1, que le procédé constructif est conforme au DTU et que tous les calculs de structure peuvent être menés conformément à l'Eurocode 2. Il n'y a pas on reste conforme aux normes, c'est très important cette notion. Et aussi on a les valeurs je vais revenir sur ça, c'est le schéma. Donc vous voyez sur le schéma de droite la modélisation, je dirais, du flux thermique. Plus il est rouge, plus le flux thermique est important. Donc on voit qu'avec un lambda de 1,65 qui est la conductivité thermique du béton traditionnel, on a un pont thermique à 0,99 non conforme à la RT 2012, donc interdit.
Et avec un béton intermédiaire 0,6 qui est ce béton innovant, on limite le pont thermique à environ 0,59 voire 0,58 en fonction des épaisseurs d'isolant, épaisseur de dalle, épaisseur de voile, etc. Et donc on se cale donc pile poil sous la réglementation thermique et on respecte le garde-fou de manière la plus simple possible. Donc ça, c'est les valeurs des ponts thermiques, donc certifiés aussi par le CSTB. Donc on voit que suivant les combinaisons, si on met un isolant de 100 mm avec un voile en béton de 15 cm, on a un pont thermique à 0,60. Et on sait calculer comme ça toutes les configurations. On voit aussi qu'on traite les ponts thermiques entre les murs et les refends, au niveau des planchers bas, au niveau des planchers hauts. Ensuite, donc voici les ordres de grandeur pour comparer. Donc l'isolation par extérieur, le pont thermique, il est pratiquement nul. Forcément, l'isolant est à l'extérieur. Avec la technologie des rupteurs de pont thermique, on a un pont thermique à 0,2. Avec ce béton intermédiaire 0,6, un pont thermique à 0,6, donc pile poil pour le critère RT 2012. Et on voit que la solution en béton standard ne peut plus être d'actualité. Donc finalement, c'est une réponse en fait. Ce béton, c'est une bonne réponse pour les entreprises, les concepteurs, les architectes qui sont un peu réticents à l'utilisation des rupteurs de pont thermique, parce que c'est le même procédé constructif, c'est l'isolation par l'intérieur, sauf qu'on n'a pas le rupteur à mettre, on change le béton. L'avantage, c'est que ça reste une technique traditionnelle et maîtrisée. Il n'y a pas cette mise en œuvre de rupteurs de pont thermique qui peut être problématique, même les entreprises de grosses œuvres, de la PME jusqu'à la plus grande, est parfois réticente à l'utilisation de tels systèmes. Les mêmes équipes, pas besoin de se former à la mise en œuvre de rupteurs de pont thermique. Le béton intermédiaire, c'est un béton qu'on coule comme un béton traditionnel et qu'on vibre classiquement. Le prix, critère important. Un rupteur, ça coûte... Ça dépend des rupteurs, mais on va dire 80 € en moyenne du mètre linéaire. Le intermédiaire, qu'on ramène le surcoût en fait est limité au béton. Donc ce béton est, avec ses propriétés thermiques, bien sûr plus cher qu'un béton standard, mais quand on ramène ce surcoût à une épaisseur de voile et une hauteur d'étage, quand on fait le ratio au mètre linéaire de pont thermique traité, on arrive à environ 60 € du mètre linéaire. Donc on arrive à traiter le pont thermique de manière plus simple et plus économique. Et un autre avantage, c'est que les rupteurs de pont thermiques, leurs avis techniques sont pas valables en zone sismique. Donc en zone, tout ce qui est le bassin méditerranéen par exemple, qui est en zone 3 voire zone 4, les rupteurs de pont thermiques sont quasiment interdits dans ces zones-là, sauf justification particulière, très très compliquée. Donc c'est un marché qui est, je dirais, c'est des bâtiments qui sont pas accessibles aux rupteurs. Ça veut dire que si on a un bâtiment de logement à construire à Nice par exemple, eh bien on n'a pas le choix. Sans intermédiaire, on n'aurait pas le choix. Ce serait isolé par l'extérieur obligatoirement, ou on abandonne le béton. Et avec intermédiaire 0,6, on peut se dire qu'on peut continuer à isoler par l'intérieur les bâtiments sans avoir recours aux rupteurs de pont thermique qui sont impossibles en zone sismique. Donc c'est vraiment une vraie réponse. C'est pas une innovation pour l'innovation, ça répond vraiment à un besoin de la réalité, de la concomitance, je dirais, entre les normes thermiques et les normes sismiques. Voilà, donc le restant pour la partie sismique, le calcul intermédiaire, c'est conformément à l'Eurocode 8. Donc en plus, on a des avantages niveau sismique, c'est que vu que le intermédiaire est un béton léger, sa densité est de 1,4 tonne au mètre cube, au lieu de 2,3 tonnes à peu près pour le béton standard. Donc c'est pour ça qu'on arrive à diminuer la conductivité thermique, c'est en diminuant son poids. Donc plus on diminue le poids d'un ouvrage en béton, moins sa sollicitation sismique est importante. Donc ça apporte des avantages aussi au niveau parasismique. Et donc en allégeant le poids des façades, en allégeant le poids propre du béton, tout en gardant la résistance mécanique. Au niveau acoustique aussi, il se poser des questions en se disant on allège le poids du béton. Donc avec la loi de Mohs en acoustique, plus on allège un matériau, moins en général il est isolant au niveau acoustique. Donc on a fait faire les essais au CSTB qui permettent d'utiliser l'intermédiaire pour des façades classées jusqu'à 38 décibels, donc qui est largement le cas très majoritaire. L'exigence minimale c'est 30 décibels, donc on est au-dessus, donc on est bien conforme aux réglementations acoustiques pour les façades. Et on mesure de façon quasi systématique sur nos premiers chantiers l'isolement acoustique obtenu entre logements pour montrer que l'utilisation de ce béton pour les façades n'affaiblit pas l'isolement acoustique entre les logements. Donc voilà pour la présentation générale. Je peux vous montrer maintenant quelques images de réalisation. Un des tout premiers chantiers, donc c'était à Colombes avec Bouygues, car c'est un béton qui a été développé dans le cadre d'un partenariat de recherche et développement entre Bouygues et Lafarge, où Lafarge a apporté son savoir-faire de formulation et Bouygues nous a aidé pour la partie méthode chantier et test et validation technique. Donc ça c'est une illustration du premier chantier.
Donc on voit qu'on a pas mal de balcons. Alors ça aussi, les balcons, c'est un problème au niveau pour les experts en thermique, les balcons, c'est un problème au niveau des ponts thermiques. Avec Thermedia, on apporte aussi une réponse. La manière de faire, c'est de réaliser le balcon en Thermedia, donc en béton isolant, et ça permet de traiter aussi le pont thermique au niveau des balcons. Donc c'est un autre gain par rapport aux autres systèmes, parce que ce pont thermique au niveau des balcons, même quand on est en isolation par extérieur, il est présent. Donc avec Thermedia, on répond à cette problématique-là en plus. Voilà d'autres images de chantier. Ça, c'est un chantier au Havre, où il y a eu 1300 mètres cubes de béton Thermedia coulé. C'était en 2009-2010. Cette illustration, on voit ici que ça, c'est une méthode instantanée pour mesurer contrôler la valeur, la conductivité thermique de notre production. Donc on contrôle pour chaque fabrication qu'on respecte bien notre engagement de fournir un béton avec un lambda, une conductivité thermique à 0,54 au maximum. Voilà, donc là les autres références. Donc faut savoir que c'est un béton innovant, mais qui est déjà sur le marché, qui est disponible dans toutes les centrales Lafarge en France depuis juillet 2011. Donc on a des chantiers qui tournent, qui sont réalisés avec ce béton en continu depuis ce temps-là. Actuellement, on en a rien qu'en Île-de-France, on a 3 chantiers en cours avec ce béton. Et je dirais, on a le carnet de commandes qui se remplit au fur et à mesure. Donc on parle d'innovation, mais c'est pas l'innovation de demain, c'est vraiment d'aujourd'hui. C'est un produit disponible. Voilà. En conclusion, ce qu'il faut retenir, donc c'est vraiment une innovation dans le sens où c'est une formulation brevetée qui fait l'objet d'un brevet Lafarge, et c'est le meilleur compromis entre résistance mécanique et performance performance thermique, jamais obtenu, je dirais, pour un béton prêt à l'emploi. Donc ça permet de traiter tous les ponts thermiques des façades. L'avantage principal, c'est la simplicité de mise en œuvre. C'est la seule chose à faire, c'est de passer commande du bon béton pour le voile de façade. Et la phrase clé, je dirais, c'est de dire qu'avec ce béton innovant, ça permet de sauver, en tout cas de continuer à utiliser le mode constructif traditionnel qui est éprouvé techniquement, économiquement, au niveau de sa pérennité aussi, qui a fait ses preuves, c'est-à-dire l'isolation par l'intérieur avec le béton branché, tout en restant conforme à la RT 2012. Au niveau économique, c'est aussi avantageux parce que le surcoût est limité seulement à la plus-value du béton. Et c'est ce qu'il faut retenir aussi, c'est une solution qui est déjà disponible. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis à disposition pour toutes vos questions éventuelles, ici ou sur le stand de Lafarge par la suite, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui a justement illustré votre propos? Vous avez amené quelque chose sur justement ici. Alors c'est une maquette, je dirais, pour parler un peu plus qu'un dessin, mais ça revient aussi pour que tout le monde voit. Je vais remettre l'image. Voilà, donc c'est ce détail-là pour le salon qu'on a fait réaliser sur une maquette. Donc le béton intermédiaire, on le coule pour faire le voile de façade. Ensuite, on réalise notre plancher en béton traditionnel et on isole par l'intérieur, et on voit qu'on traite finalement le pont thermique grâce à la capacité isolante du béton. Voilà, donc c'est aussi pour pouvoir toucher le Thermedia, en vrai. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une... Oui. Bonjour. L'aspect plus isolant du béton final est, je suppose, obtenu principalement avec les matériaux qui sont dedans. C'est un matériau de synthèse, c'est un matériau naturel? Alors en effet, je dirais le secret, c'est dans la composition du matériau. Alors c'est vrai qu'il y a une relation directe entre la conductivité thermique d'un béton et sa masse volumique. Donc pour avoir un lambda plus faible, on a cherché à avoir une masse volumique réduite, donc une tonne de mètre cube. Et pour ce faire, on a remplacé les granulats courants par des granulats légers, mais qui sont d'origine naturelle. Ça peut être soit de l'argile expansée, de la pierre ponce, du schiste par exemple. Donc c'est des matériaux d'origine minérale naturelle, complètement naturelle si on prend de la pierre ponce par exemple, ou alors qu'on subit toutefois une expansion thermique dans des usines pour ce qui est de l'argile expansée. Mais c'est des matériaux qui existaient déjà de leur côté, qui étaient déjà produits. Oui, effectivement, ils étaient déjà produits
peut utiliser pour une question de résistance mécanique. Tout à fait. Vous avez compensé ça avec plus de ciment ou... Après, je veux pas rentrer, c'est un peu comme Coca-Cola, je vais pas rentrer dans dans le secret de formulation, mais voilà, enfin l'innovation est là, c'est d'avoir trouvé la manière de compenser la faiblesse mécanique des granulats légers par ailleurs. Donc les granulats sont peut-être un peu spéciaux, le ciment aussi, mais ça c'est le secret qu'on compte bien garder. Et par rapport au retour que vous avez eu sur les différents chantiers qui sont en cours jusqu'à présent, est-ce que vous avez eu est-ce que ça a eu un impact sur en termes de pause, en termes de temps On a un très bon accueil déjà quand on va voir les bureaux d'études thermiques parce qu'on leur ajoute une corde de plus à leur arc, j'irais en termes thermiques. On a un bon accueil aussi tout ce qui est architectes et concepteurs parce qu'on leur apporte une solution alternative aux rupteurs de pont thermique qui sont, par exemple, beaucoup d'architectes m'appellent en me disant expliquez-moi comment argumenter pour faire passer un rupteur en zone sismique. Je leur dis en effet c'est pas possible. On a le béton qu'il faut pour ces problèmes-là. Donc ça c'est pour l'aspect, je dirais plus ingénierie. Et pour l'aspect chantier, il y a un très bon retour aussi parce que les compagnons eux voient pas la différence. Pour eux, ils mettent en œuvre ce béton comme un béton traditionnel. Vraiment aucune différence. Il y a une fluidité importante. Donc ça, c'est même pratiquement plus facile de le mettre en œuvre qu'un béton normal. Et après, par contre, on a un très bon retour aussi par l'encadrement de chantier, notamment quand on se place en alternative au rupteur de pont thermique. Il y a un chantier, par exemple, à Angers, où l'entreprise avait 3 bâtiments à réaliser et a voulu essayer le termédia sur un de ces 3 bâtiments. Et ce bâtiment a pris un cycle d'avance par rapport au rupteur parce qu'il n'y avait pas la mise en œuvre, on économisait le temps de pause du rupteur de pont thermique. Donc c'est vraiment un gain aussi niveau méthode chantier et facilité de mise en œuvre. Donc c'est vraiment pour l'instant des retours positifs au niveau des architectes, des bureaux d'études thermiques et aussi des gens qui le mettent en œuvre au quotidien. Oui. Bonjour. Sur la maquette, on est dans un état de plancher non porteur de ce côté-là. Pardon, vous dites ? On est sur un état de plancher non porteur de ce côté. Alors là c'est une maquette, donc on n'a pas pu faire un plancher. Ouais, dans le sens porteur. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la manière traditionnelle la manière la plus courante de réaliser, sans parler du béton termédia, la manière traditionnelle de réaliser ce détail constructif, c'est de couler le voile de façade à un niveau un peu plus haut avec une talonnette. Et on met les boîtes, ce qu'on appelle, sans citer de marque, on s'appelle des Start ou des Stabox, des aciers en attente. Une fois qu'on décoiffe le voile, on dépisse les aciers et on vient couler la dalle. La dalle est suspendue avec les aciers en attente, donc c'est la technique traditionnelle finalement. Le plancher béton n'a pas besoin de reposer physiquement. La liaison est faite par des aciers en attente de manière classique, donc c'est un plancher porteur. La façade, justement, avec les 25 MPa, la façade continue à assurer son rôle porteur. C'est un béton qui peut être utilisé en plancher aussi ou pas? Alors, la première réponse, c'est de dire qu'il y a peu d'intérêt à l'utiliser en plancher, parce que déjà le plancher intermédiaire ici, il sépare une surface chauffée, un volume chauffé d'un volume chauffé, donc pas forcément besoin de l'isoler. En plancher haut, on est souvent isolé au-dessus, par au-dessus, donc on n'a pas de pont thermique à traiter. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a des contre-indications à utiliser en plancher. C'est vraiment que le domaine d'emploi, c'est les voiles de façade, parce qu'en plancher, comme il est plus léger, j'ai dit tout à l'heure qu'il était un peu moins performant qu'un béton classique au niveau acoustique, au niveau des bruits de choc. Donc si on fait une dalle en béton léger, on ne sera pas conforme au niveau acoustique. Donc pour une dalle, cet aspect légèreté pose problème, mais pas pour un voile de façade. Et le deuxième aspect, c'est que vu là on rentre un peu dans la technique, comme il est plus léger, il a ce qu'on appelle un module d'élasticité plus faible, c'est-à-dire que pour une même contrainte, il a tendance à se déformer un peu plus si on le met en flexion. Donc il a un module d'élasticité 3 fois plus faible, donc pour une même portée, une même charge, à résistance égale, le plancher prendrait une flèche 3 fois plus importante. Donc c'est pour ça qu'on se prescrit pas la solution plancher, peu d'intérêt et des contre-indications thermiques. Cela dit, ça permet quand même de faire des balcons en coulant le balcon en béton intermédiaire. Parce que là, en limitant le porte-à-faux jusqu'à à peu près, on a fait les études
les notes de calcul conformément à l'Eurocode, et jusqu'à des portées de 2 mètres de balcon, la flèche n'est pas dimensionnante, c'est la résistance mécanique, donc au contraire, on fait même des économies d'acier en traitant les balcons intermédiaires du fait du gain de poids. Ensuite, quand on prend des portées un peu plus importantes en porte-à-faux, là, la flèche devient dimensionnante et on est limité. Donc en effet, je dirais, au niveau mécanique, au niveau des caractéristiques de ce produit, il n'y a pas d'intérêt et c'est pas préconisé en plancher en effet. Alors, une dernière question avant de vous laisser. Vous êtes à quel stand? Je suis au stand de Lafarge, je suis disponible ici pendant midi, au stand de Lafarge qui est juste près de l'accueil. D'accord, merci. J'avais une question moi sur le comportement au retrait et la fissuration. Alors là, c'est vrai que on ne le présente pas. Niveau retrait, on va dire il y a un peu plus de retrait qu'un béton standard, mais c'est compensé par le module d'élasticité plus faible. Donc là, on rentre dans la technique aussi, mais je dirais l'indice de fissurabilité, de fissuration. On a le levier, je dirais, retrait plus important, mais l'aspect module d'élasticité, donc le béton accepte des déformations plus importantes. Donc on a une sensibilité équivalente à un béton standard en termes de fissuration. Voilà. Après, en termes de parement, ça se veut pas un parement architectonique. On a une gamme de bétons autoplaçants qui s'appelle Agilia pour faire des bétons quand on cherche la couleur, l'esthétique, les matrices en façade. Donc là, on obtient un parement, on voit, si on peut voir sur les photos, un parement identique à un béton standard au niveau du bulage. Et au niveau du retrait, on reste on est un peu plus de retrait en effet qu'un béton normal, mais ça reste car le calpinage des joints de dilatation suffit à prendre en compte cet effet-là, quoi. Merci beaucoup. De rien.